La pluie parisienne tambourinait contre les hautes fenêtres du cabinet d'avocat, créant une mélodie mélancolique qui accompagnait parfaitement l'atmosphère tendue de la pièce. Anouk Vérac serrait nerveusement son sac à main vintage, ses doigts fins tachés encore de restauration, témoignant de ses longues heures passées dans son atelier en déclin. « Mademoiselle Vérac, voici Monsieur Boisclair », annonça Maître Dubois d'une voix solennelle. Gaëtan Boisclair se leva de son fauteuil en cuir avec une élégance naturelle qui trahissait son éducation bourgeoise. Grand, les cheveux châtains foncés parfaitement coiffés, il portait un costume anthracite sur mesure qui épousait parfaitement sa silhouette athlétique. Ses yeux gris acier scrutèrent Anouk, avec une froideur calculée, comme s'il évaluait un investissement potentiel. « Mademoiselle », dit-il simplement, sa voix grave résonnant dans le silence. Anouk déglutit difficilement. Elle avait imaginé ce moment pendant des semaines, mais la réalité dépassait ses appréhensions. Cet homme dégageait une aura d'autorité et de contrôle qui la mettait profondément mal à l'aise. Ses 28 ans lui semblaient soudain dérisoires face à la maturité intimidante de ce CEO de 32 ans. « Les termes du contrat sont clairs », reprit Maître Dubois en ajustant ses lunettes. 2 années de mariage civil avec apparition publique nécessaires aux événements corporatifs. En échange, Monsieur Boisclair s'engage à régler l'intégralité de vos dettes professionnelles, soit 85 000 €, ainsi qu'à financer la remise aux normes de votre atelier. Le montant résonna dans l'esprit d'Anouk comme une libération et une condamnation à la fois. 85 000 € représentaient l'héritage familial dilapidé par son ex-associé, les rêves brisés de 3 générations de restaurateurs, et aujourd'hui, le prix de sa liberté. « Pourquoi moi » demanda-t-elle soudain, sa voix tremblant légèrement. Gaëtan croisa les bras, son regard ne trahissant aucune émotion particulière. « Vous correspondez au profil requis. Discrète, sans lien médiatique compromettant, profession respectable mais suffisamment endettée pour garantir votre coopération. » La froideur de sa réponse gifla Anouk. Elle réalisa qu'elle n'était qu'un pion dans une stratégie commerciale, une façade humaine pour redorer l'image ternie de cet homme d'affaires après le scandale orchestré par son ex-fiancé. Les tabloïds avaient fait leur chou gras des révélations intimes de Céleste Moreau, ancienne mannequin qui avait vendu leurs secrets les plus privés pour se venger de leur rupture. « Et les modalités pratiques » osa-t-elle demander. « Ma propriété de Neuilly dispose de plusieurs chambres d'invités. Vous aurez votre espace privé, vos horaires, votre indépendance totale. Je ne demande que votre présence lors des événements professionnels importants et le maintien des apparences en public. » Maître Dubois glissa le contrat vers Anouk. Les pages dansaient devant ses yeux embués de larmes contenues. Elle pensait à son grand-père, Raymond Vérac, qui avait consacré sa vie à redonner vie aux œuvres d'art abîmées. Son atelier, rue des Martyrs, était tout ce qui lui restait de lui, et le voir partir aux enchères lui briserait définitivement le cœur. « Combien de temps ai-je pour réfléchir » murmura-t-elle. « Les créanciers saisissent votre atelier lundi prochain » répondit Gaëtan sans détour. « Nous sommes vendredi. » Le piège se refermait inexorablement. Anouk observa cet homme qui tenait son avenir entre ses mains. Malgré sa beauté indéniable et son succès apparent, quelque chose dans ses yeux trahissait une blessure profonde, une solitude qu'il dissimulait derrière son masque d'homme d'affaires impitoyable. « Si j'accepte, quand auraient lieu les formalités ? Demain à la mairie du 16e arrondissement. Cérémonie civile discrète, témoin fourni par mes soins. » L'absurdité de la situation la frappa de plein fouet. Dans moins de 24 heures, elle pourrait devenir Madame Boisclair, épouse d'un parfait inconnu, dans un mariage dénué de tout amour, mais riche en convenances sociales. Elle prit le stylo Montblanc que lui tendait l'avocat, ses mains tremblant imperceptiblement. Chaque lettre de sa signature scellait son destin pour les 2 prochaines années. « Parfait », conclut Gaëtan en se levant immédiatement. « Mon chauffeur vous conduira chez vous pour récupérer vos affaires. Nous avons rendez-vous demain à 14 heures. » Il quitta la pièce sans un regard en arrière, laissant Anouk seule avec le poids de sa décision et l'écho de ses pas résonnant dans le couloir feutré. Demain, elle épouserait un étranger. La mairie du 16e arrondissement baignait dans une lumière automnale douce qui contrastait cruellement avec l'atmosphère glaciale qui régnait dans la salle des mariages. Anouk ajusta nerveusement sa robe midi bleu marine, la seule tenue correcte qu'elle possédait pour l'occasion. Face à elle, Gaëtan consultait discrètement sa montre Jaeger-LeCoultre, impassible dans son costume gris anthracite. « Monsieur Boisclair, acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Vérac ?» demanda l'officier d'état civil d'une voix monocorde. « Oui », la réponse tomba sèchement, dénuée de toute émotion. Anouk sentit son estomac se nouer davantage. «
Mademoiselle Vérac, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Boisclair ?» Le silence s'étira pendant quelques secondes interminables. Anouk croisa le regard de Gaëtan, cherchant désespérément une lueur d'humanité dans ses yeux d'acier. Elle ne trouva qu'un masque parfaitement maîtrisé. « Oui », murmura-t-elle finalement. Les témoins, 2 employés de l'entreprise de Gaëtan qu'elle n'avait jamais vus auparavant, applaudirent poliment. Aucun membre de leur famille respective n'était présent. Anouk pensa fugacement à ses parents décédés dans un accident de voiture 3 ans plus tôt, se demandant ce qu'ils auraient pensé de cette mascarade. « Vous pouvez échanger les alliances », déclara l'officier. Gaëtan sortit de sa poche un écrin Cartier contenant 2 anneaux en platine d'une sobriété élégante. Lorsqu'il glissa l'alliance à l'annulaire d'Anouk, le contact de ses doigts sur sa peau la fit frissonner malgré elle. Ses mains étaient surprenamment chaudes pour quelqu'un au cœur si froid. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Cette fois, Gaëtan hésita imperceptiblement. Il se pencha vers Anouk et déposa un baiser chaste sur sa joue, si bref qu'elle en eut à peine conscience. L'odeur discrète de son eau de toilette, note boisée et fraîche, lui parvint fugacement. « Félicitations », dit-il simplement une fois les formalités terminées. 20 minutes plus tard, il montait dans la Mercedes noire de Gaëtan, officiellement mari et femme, mais parfaitement étrangers l'un à l'autre. La propriété de Neuilly se dressait majestueusement derrière ses grilles forgées, imposante demeure haussmannienne de 3 étages, aux façades immaculées. Anouk déglutit en découvrant l'ampleur du domaine. Les jardins à la française, parfaitement entretenus, s'étendaient sur plusieurs hectares. « Madame Dubois s'occupe de l'intendance », expliqua Gaëtan en poussant la lourde porte d'entrée. « Elle vous montrera vos appartements. » Le hall d'entrée, avec son parquet en point de Hongrie et son escalier de marbre blanc, aux rampes ouvragées, témoignait d'un raffinement ancestral. Anouk se sentit soudain misérable dans sa modeste tenue, écrasée par tant de grandeur. « Monsieur Gaëtan, madame », salua une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris soigneusement chignonnés. « Je suis Marguerite Dubois. Madame Dubois, voici mon épouse. Pourriez-vous lui faire visiter les lestes ?»« Bien sûr, monsieur. » Gaëtan disparut aussitôt vers son bureau sans un mot de plus, laissant Anouk suivre la gouvernante dans un dédale de couloirs aux murs ornés de toiles de maître. Chaque tableau valait probablement plus que tout ce qu'elle avait possédé dans sa vie. « Voici vos appartements, madame », annonça Marguerite en ouvrant une double porte. Anouk pénétra dans un salon spacieux aux meubles Louis XVI authentiques, baigné de lumière grâce aux hautes fenêtres donnant sur les jardins. La chambre attenante, avec son lit à baldaquin et sa cheminée de marbre rose, ressemblait davantage à une suite d'hôtels de luxe qu'à un foyer. « Monsieur Gaëtan a fait installer une ligne téléphonique privée et un bureau pour votre travail », précisa la gouvernante en désignant une pièce adjacente. « Et où se trouvaient les appartements de mon mari ?» demanda Anouk, le mot « mari » lui écorchant la langue. « Hale West, madame, de l'autre côté de la propriété. » Le message était clair. Leur vie devait demeurer parfaitement cloisonnée. Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine étrange et silencieuse. Gaëtan partait tôt le matin pour son bureau d'architecte et rentrait tard le soir. Ils se croisaient parfois dans le hall ou la cuisine, échangeant de brefs hochements de tête polis. Anouk avait repris ses activités de restauration dans son atelier désormais sauvé, mais la solitude de cette immense demeure pesait sur elle comme une chape de plomb. Le seul moment où ils se retrouvaient ensemble était lors des événements professionnels auxquels Gaëtan l'emmenait. Cocktail mondain, dîner d'affaires, inauguration prestigieuse. Anouk apprenait rapidement à jouer son rôle d'épouse parfaite. Gaëtan glissait alors son bras autour de sa taille avec une tendresse feinte, lui souriait avec une chaleur artificielle, la présentait comme sa chère épouse, d'une voix mielleuse qui sonnait faux à ses oreilles. Dès qu'ils franchissaient le seuil de leur domicile, le masque tombait instantanément. Ils redevenaient 2 inconnus partageant le même toit par nécessité. « Bonne soirée, Anouk », disait-il invariablement avant de disparaître dans ses appartements. « Bonne soirée, Gaëtan », répondait-elle au vide. 1 mois après leur mariage, Anouk réalisait qu'elle n'avait jamais ressenti une solitude aussi profonde. Entourée du luxe le plus raffiné, elle se sentait prisonnière dorée d'un homme qui la traitait avec une politesse distante plus blessante que l'indifférence. Le soir approchait inexorablement où tout allait changer. Le réveillon du Nouvel An approchait et Paris se parait de ses plus beaux atours festifs. Depuis les fenêtres de ses appartements, Anouk observait les illuminations scintillantes des Champs-Élysées au loin, sentant peser sur elle le poids de la solitude plus lourdement que jamais. 3 mois de mariage de façade avaient passé comme un rêve étrange et silencieux. Gaëtan avait décliné toutes les invitations mondaines,
pour cette soirée particulière, prétextant du travail urgent. Anouk savait qu'il mentait. Elle l'avait observé ces derniers jours, remarquant ses silences plus longs, ses regards perdus vers les jardins enneigés, cette mélancolie sourde qui émanait de lui comme un parfum invisible. La soirée s'écoulait lentement, dans le silence feutré de la demeure. Madame Dubois était partie passer les fêtes chez sa sœur en Normandie, les laissant seuls dans cette immensité glacée. Anouk tentait de lire dans le salon de ses appartements, mais les mots dansaient devant ses yeux sans qu'elle parvienne à se concentrer. Vers 23h30, incapable de supporter plus longtemps cette solitude pesante, elle descendit à la cuisine se préparer une tisane. La demeure était plongée dans un silence cathédral, seulement troublé par le tic-tac de l'horloge comtoise du hall et les échos lointains des festivités parisiennes. En remontant vers ses appartements, sa tasse fumante entre les mains, une lueur filtrant sous la porte du bureau de Gaëtan attira son attention. Elle hésita, observant cette bande de lumière dorée qui tranchait sur l'obscurité du couloir. Devait-elle respecter la frontière invisible qu'ils avaient établie entre eux? Quelque chose dans cette lumière solitaire, si proche de minuit, la poussa à s'approcher. Elle frappa doucement. Aucune réponse. Inquiète, elle entr'ouvrit la porte et découvrit Gaëtan assis dans son fauteuil de cuir, immobile face à son bureau. Une bouteille de whisky Macallan, à moitié vide, trônait à côté d'un cadre photo renversé. Les reflets de l'alcool doré captaient la lumière de la lampe, créant des ombres mouvantes sur son visage marqué par la tristesse. « Gaëtan » murmura-t-elle. Il sursauta légèrement, levant vers elle des yeux rougis qu'elle ne lui avait jamais vus. Pour la première fois depuis leur rencontre, son masque d'impassibilité s'était fissuré, révélant une vulnérabilité saisissante. « Anouk, excusez-moi, je ne vous avais pas entendu. » Sa voix était plus grave que d'habitude, légèrement voilée par l'alcool et l'émotion contenue. Il tenta de redresser le cadre photo, mais ses gestes manquaient de leur précision habituelle. « Vous allez bien » demanda-t-elle en s'approchant malgré elle. « Parfaitement », répondit-il avec un sourire forcé qui ne trompa personne. Anouk aperçut alors la photo, un couple élégant dans la quarantaine, lui en costume sombre, elle en robe de soirée perle, souriant devant ce qui ressemblait à l'Opéra de Paris. La ressemblance entre l'homme et Gaëtan était frappante. Mêmes yeux gris acier, même porte altier, même mâchoire volontaire. « Vos parents » demanda-t-elle doucement. Gaëtan hocha la tête, incapable de parler. Ses doigts tremblaient imperceptiblement en effleurant le verre du cadre. Ils sont décédés il y a 5 ans. Accident d'avion au retour de leur voyage de noces tardif pour leurs 25 ans de mariage. Sa voix se brisa sur les derniers mots. Ils s'aimaient encore comme au premier jour. Maman riait toujours aux plaisanteries stupides de papa. Il lui offrait des roses blanches chaque vendredi, même après un quart de siècle ensemble. Anouk sentit son cœur se serrer. Derrière le businessman implacable se cachait un fils orphelin qui pleurait encore ses parents. Elle comprenait soudain pourquoi il avait accepté ce mariage de convenance. Lui aussi avait renoncé à l'amour véritable, peut-être par peur de souffrir comme il avait souffert en les perdant. « Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de leur mort, continua-t-il d'une voix brisée. Chaque réveillon me rappelle que je ne les reverrai jamais, que personne ne m'aimera jamais comme ils s'aimaient, que je ne saurai probablement jamais ce que c'est que d'avoir quelqu'un qui vous attend vraiment à la maison. » Au loin, les premières cloches de Paris commencèrent à sonner, annonçant l'approche de minuit. Le carillon de Notre-Dame résonnait dans la nuit froide, bientôt rejoint par celui de toutes les églises de la capitale. Les larmes que Gaëtan retenait depuis des heures roulèrent finalement sur ses joues, alors que les 12 coups fatidiques s'égrenaient dans l'air glacé. « Bonne année, Anouk » murmura-t-il avec une amertume infinie, les yeux perdus dans le vague. Sans réfléchir, guidé par un élan de compassion pure qui balaya toutes ses réticences, Anouk posa sa tasse sur le bureau et ouvrit ses bras. Gaëtan la regarda, stupéfait par ce geste inattendu au moment précis où la 12e cloche retentissait, marquant l'entrée dans la nouvelle année. « Bonne année, Gaëtan » dit-elle tendrement. Comme un barrage qui cède exactement à minuit sonnant, il se leva et se laissa aller contre elle. L'étreinte fut d'abord hésitante, presque maladroite, puis Gaëtan resserra ses bras autour d'elle, enfouissant son visage dans ses cheveux châtains. Anouk sentit ses larmes chaudes contre sa joue, ses épaules puissantes tremblaient sous le poids du chagrin longtemps contenu. Les derniers échos des cloches s'estompaient dans la nuit parisienne, tandis qu'ils demeuraient enlacés. 2 solitudes qui se consolaient mutuellement dans le silence feutré du bureau. Ce premier contact physique sincère, survenu à l'instant précis où basculait l'année, semblait charger leur étreinte d'une symbolique particulière. « Je suis désolé » murmura-t-il contre son oreille.
Je ne voulais pas que vous me voyiez comme ça. »« Chut !» répondit-elle, en caressant doucement ses cheveux. « Nous sommes tous humains, Gaëtan, et c'est une nouvelle année qui commence. » Ils restèrent ainsi de longues minutes, découvrant la chaleur de ce corps qu'elle avait cru de marbre, la douceur inattendue de ses cheveux, l'odeur réconfortante de sa peau mêlée au whisky et à une pointe de tristesse. Anouk réalisait que ce moment, né exactement à minuit, marquait peut-être le véritable début de leur histoire. Quand ils se séparèrent enfin, quelque chose avait imperceptiblement changé entre eux. Gaëtan plongea son regard dans le sien, et pour la première fois, Anouk y lut autre chose que de la froideur calculée. « Merci », dit-il simplement, « pour ce cadeau de nouvelle année. » En regagnant ses appartements, Anouk savait qu'elle venait de vivre un moment charnière. Dans son lit, elle repensait encore à la sensation de ses bras puissants autour d'elle, à cet instant magique où, pile à minuit, leur cœur solitaire s'était retrouvé. À l'autre bout de la propriété, Gaëtan contemplait le plafond en repensant au premier geste de tendresse sincère qu'il avait reçu depuis la mort de ses parents. Un geste offert exactement au moment où une nouvelle année commençait, comme une promesse d'espoir. Le premier matin de janvier apporta avec lui une surprise qui bouleversa la routine millimétrée d'Anouk. En descendant à la cuisine vers 8 heures, comme elle le faisait chaque jour depuis 3 mois, elle découvrit Gaëtan debout devant la machine à expresso, 2 tasses fumantes déjà préparées sur le comptoir de marbre. « Bonjour », dit-il simplement, mais sa voix avait perdu cette froideur métallique qui la caractérisait habituellement. Anouk resta figée sur le seuil, déstabilisée par cette scène domestique inattendue. Gaëtan portait un pull en cachemire gris au lieu de ses sempiternels costumes, et ses cheveux légèrement ébouriffés lui donnaient un air plus accessible, presque vulnérable. « Bonjour », balbutia-t-elle. « J'ai préparé votre petit déjeuner », annonça-t-il en désignant la table où trônaient croissants frais, confiture de figues et beurre normand. « J'espère que cela vous convient. » Cette attention délicate la toucha profondément. Depuis leur mariage, ils n'avaient jamais partagé un seul repas en privé, se contentant de salutations polies dans les couloirs de leur immense demeure. « C'est très gentil, merci. » Ils s'installèrent face à face dans un silence qui n'avait plus rien d'hostile. Gaëtan observait Anouk par-dessus sa tasse, comme s'il la découvrait réellement pour la première fois. Elle portait un chemisier crème et une jupe plissée bordeaux qui soulignait la délicatesse de sa silhouette. Ses cheveux châtains, libres sur ses épaules, captaient la lumière matinale qui filtrait par les fenêtres. « Comment va votre atelier ?» demanda-t-il soudain. La question la surprit. En 3 mois, il ne s'était jamais enquis de son travail autrement que par politesse mondaine lors des réceptions. « Bien, très bien même. J'ai retrouvé mes anciens clients et j'en ai même de nouveaux. Grâce à vous, je peux enfin me concentrer sur ma passion sans l'angoisse des dettes. Parlez-moi de votre passion. » Cette fois, Anouk leva les yeux vers lui, intriguée par cette curiosité nouvelle. Dans le regard gris de Gaëtan, elle lut un intérêt sincère qui la troubla. « J'aime redonner vie aux œuvres oubliées. Chaque tableau abîmé raconte une histoire, celle de son créateur, de ses propriétaires successifs, du temps qui passe. Quand je retire délicatement les couches de vernis jaunis, c'est comme si je remontais le temps. » Gaëtan l'écoutait avec une attention qu'elle ne lui avait jamais vue. Ses traits s'étaient adoucis et elle remarqua pour la première fois les fines rides de sourire au coin de ses yeux. « Mon grand-père disait que nous étions les gardiens de la mémoire du monde, » continua-t-elle, gagnée par l'enthousiasme. « Chaque restauration sauvée de l'oubli est un petit miracle. Votre grand-père vous a transmis sa passion. Oui, il m'a tout appris. La patience, la précision, le respect de l'œuvre originale. Il disait qu'un bon restaurateur doit avoir l'humilité de s'effacer devant l'artiste. » Un sourire fugace éclaira le visage de Gaëtan, transformant complètement son expression habituellement austère. « J'aimerais visiter votre atelier, si vous me le permettez. » Anouk faillit s'étrangler avec sa gorgée de café. Cette proposition était si inattendue qu'elle se demanda si elle rêvait encore. « Vraiment ? J'ai toujours été fascinée par les métiers d'art traditionnels. L'architecture et la restauration ont des points communs. Nous préservons et embellissons l'héritage du passé. » Les jours suivants apportèrent leur lot de surprises. Gaëtan modifia imperceptiblement ses horaires pour prendre ses petits déjeuners avec Anouk. Leurs conversations, d'abord hésitantes, gagnèrent en profondeur et en complicité. Il lui racontait ses projets architecturaux les plus ambitieux. Elle partageait ses découvertes artistiques du moment. Un soir, en rentrant de son atelier, Anouk découvrit un bouquet de pivoine blanche dans un vase de cristal posé sur sa commode, accompagné d'un petit mot écrit de l'écriture élégante de Gaëtan, «
pour illuminer votre soirée. Ce geste la bouleversa. Personne ne lui avait offert de fleurs depuis la mort de ses parents. Elle pressa les pétales soyeux contre son visage, respirant leur parfum délicat, sentant son cœur s'emballer dangereusement. Le week-end suivant, Gaëtan tint sa promesse en l'accompagnant rue des Martyrs. Il parcourut l'atelier avec un respect religieux, observant les pinceaux soigneusement rangés, les pots de pigments alignés, les œuvres en cours de restauration. Cette Madone du XVIe siècle était dans un état déplorable quand on me l'a confiée, expliqua Anouk en désignant un tableau sur son chevalet. Regardez comme les couleurs retrouvent leur éclat original. Gaëtan s'approcha, fasciné par la délicatesse du travail. Sa proximité troublait Anouk, qui sentait la chaleur de son corps et cette odeur masculine qu'elle commençait à associer à la sécurité. « C'est magnifique », murmura-t-il. « Vous avez des mains de fée. » Leurs regards se croisèrent, et l'espace d'un instant, l'air sembla chargé d'électricité. Gaëtan tendit la main vers le visage d'Anouk, effleurant délicatement sa joue maculée d'une trace de peinture. « Là », dit-il doucement, son pouce caressant sa peau avec une tendresse inattendue. Ce simple contact envoya des frissons dans tout le corps d'Anouk. Elle réalisa avec effroi qu'elle commençait à éprouver des sentiments pour cet homme qu'elle avait épousé par nécessité. Le soir même, pour la première fois depuis leur mariage, ils dînèrent ensemble dans la salle à manger principale, éclairée aux chandelles, partageant une conversation qui s'étira jusqu'à minuit passé. En regagnant ses appartements, Anouk savait que quelque chose d'irréversible était en train de naître entre eux. Mais était-ce réel? Ou n'était-elle qu'une spectatrice naïve d'une comédie parfaitement orchestrée? Février s'installait sur Paris avec ses matins givrés et ses ciels d'un gris nacré qui transformaient la capitale en aquarelle délicate. Dans la propriété de Neuilly, une routine nouvelle s'était instaurée, tissée de gestes tendres et de complicités grandissantes qui réchauffaient le cœur d'Anouk plus sûrement que les radiateurs de fonte ancienne. Chaque matin, Gaëtan l'attendait dans la cuisine avec un sourire qui semblait de plus en plus naturel. Il avait découvert qu'elle aimait son thé Earl Grey avec une pointe de miel d'acacia, détail qu'il n'oubliait jamais. Ces petites attentions, insignifiantes en apparence, bouleversaient Anouk qui n'avait jamais imaginé qu'un geste si simple puisse réchauffer autant son cœur solitaire. « Que j'ai réservé une table chez l'Ambroisie pour ce soir », annonça-t-il un mercredi matin en feuilletant distraitement le Figaro. « Si cela vous fait plaisir, bien sûr. L'Ambroisie, place des Vosges, temple de la gastronomie française, où il fallait réserver des mois à l'avance. » Anouk leva les yeux de son bol, surprise par cette nouvelle marque d'attention. Pour quelle occasion? Aucune occasion particulière. L'envie de passer une belle soirée avec ma femme. Le mot « femme » prononcé avec cette douceur nouvelle fit battre le cœur d'Anouk plus fort. Depuis quelques semaines, Gaëtan avait abandonné le Anouk formel pour des « ma chérie » murmurés au petit déjeuner, des « mon cœur » glissés avec tendresse quand il rentrait le soir. Ces mots d'amour même fins avaient le pouvoir de la faire rougir comme une adolescente. Ce soir-là, vêtue d'une robe de soie noire prêtée par la styliste personnelle que Gaëtan avait engagée pour elle, Anouk se découvrait sous un jour nouveau dans le reflet des vitres du restaurant. Les diamants qui ornaient ses oreilles, cadeau de Gaëtan, pour accompagner l'éclat de vos yeux, captaient la lumière tamisée des chandelles. « Vous êtes éblouissante », murmura Gaëtan, en lui prenant la main par-dessus la table. Sa paume était chaude, rassurante, et ses doigts se mêlaient aux siens avec une familiarité qui n'existait pas 3 mois plus tôt. Anouk se laissait griser par cette nouvelle intimité, par ces regards tendres qu'il posait sur elle, par cette façon qu'il avait désormais de l'écouter avec une attention dévorante quand elle parlait de ses restaurations. « Racontez-moi votre enfance », demanda-t-elle soudain, saisie par l'envie de connaître l'homme qui se cachait derrière le masque qu'il portait si longtemps. Le visage de Gaëtan s'assombrit imperceptiblement, mais il ne se ferma pas comme il l'aurait fait quelques semaines auparavant. Enfance dorée en apparence, père brillant architecte, mère issue de la bourgeoisie lyonnaise, mais glaciale. Il m'aimait, j'en suis certain, mais il ne savait pas l'exprimer. Les démonstrations d'affection étaient considérées comme de la faiblesse dans notre milieu. Anouk serra sa main plus fort, comprenant soudain pourquoi il avait eu tant de mal à s'ouvrir. « Et vous, vos parents étaient-ils tendres ?»« Très, » répondit-elle avec un sourire nostalgique. « Papa embrassait maman chaque matin avant de partir travailler, même après 20 ans de mariage. Ils se tenaient à la main en regardant la télévision. Rien d'extraordinaire, mais c'était l'amour vrai, » compléta Gaëtan, une mélancolie nouvelle dans la voix. Oui, l'amour simple et vrai. Leurs regards se croisèrent,
et Anouk crut y lire une vulnérabilité qui la bouleversa. Avait-elle imaginé cette lueur de regret, cette tristesse fugace qui avait traversé ses yeux gris? De retour à la propriété, ils montèrent l'escalier côte à côte dans un silence complice. Arrivés au palier qui séparait leurs appartements respectifs, Gaëtan s'arrêta et se tourna vers elle. « Anouk !» Sa voix était différente, plus grave, chargée d'une émotion qu'elle ne lui connaissait pas. Il leva la main vers son visage, caressa délicatement sa joue de ses doigts tremblants. « Vous êtes si belle !» murmura-t-il. Le temps sembla suspendu. Le cœur d'Anouk battait si fort qu'elle était certaine qu'il l'entendait. Gaëtan se pencha lentement vers elle, ses lèvres s'approchant des siennes avec une hésitation qui la troubla profondément. Mais au dernier moment, il détourna la tête et déposa un baiser chaste sur son front. « Bonne nuit, ma douce !» souffla-t-il, avant de disparaître vers ses appartements. Anouk resta immobile sur le palier, le cœur en déroute, les joues brûlantes. Elle venait de comprendre l'ampleur du piège dans lequel elle était tombée. Elle était amoureuse de son mari de convenance. Les semaines qui suivirent furent un enchantement douloureux. Gaëtan multipliait les attentions. Bouquets de fleurs fraîches chaque lundi, dîners aux chandelles improvisés, promenades main dans la main dans les jardins de la propriété. Il avait même fait installer un piano dans le salon, se souvenant qu'elle avait mentionné aimer jouer Chopin. Un dimanche de mars, alors qu'elle jouait justement une nocturne, Gaëtan s'approcha du piano et posa délicatement ses mains sur ses épaules. Sa chaleur se diffusa à travers le tissu de son chemisier, et Anouk dut s'arrêter de jouer, tant ses doigts tremblaient. « Continuez », murmura-t-il à son oreille. « C'est magnifique. » Mais elle ne pouvait plus se concentrer sur la musique. La proximité de cet homme qu'elle aimait désormais éperdument lui faisait perdre tous ses moyens. Elle se leva brusquement, troublée par l'intensité de ses propres émotions. « Il faut que j'aille... » Anouk. Il prononça son nom avec une douceur qui la fit se retourner malgré elle. Dans ses yeux, elle crut lire la même émotion que celle qui la consumait. Était-ce possible? Gaëtan Boisclair, l'homme de glace, était-il en train de tomber amoureux de sa femme de papier? Cette nuit-là, allongée dans son lit à baldaquin, Anouk contemplait les ombres que projetait la lune sur les murs de sa chambre. Pour la première fois depuis des mois, elle se permettait de rêver d'un vrai mariage, d'un amour partagé, d'un avenir à deux. Elle ignorait qu'à quelques centaines de mètres, dans l'aile ouest de la propriété, Gaëtan fixait le plafond avec la même insomnie, le même trouble et la même question lancinante. Comment avait-il pu tomber amoureux de celle qui n'était censée être qu'un arrangement temporaire? Le printemps parisien déployait ses premiers bourgeons dans les jardins de Neuilly quand le bonheur fragile d'Anouk vola en éclats. Ce matin d'avril, elle fredonnait en préparant le petit déjeuner, anticipant avec délice le sourire de Gaëtan quand il descendrait la rejoindre. Depuis quelques jours, il la regardait avec une intensité nouvelle, comme s'il luttait contre des mots qu'il n'osait prononcer. Son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Pauvre petite épouse naïve, tu crois vraiment qu'il t'aime? Regarde les dates. » Son grand contrat avec les investisseurs de Dubaï nécessite une stabilité familiale. Coïncidence que ces sentiments soient nés juste maintenant? Cherche. Boisclair Holdings. Projet Al-Nour. Tu comprendras. Le sang d'Anouk se glaça dans ses veines. Les mots dansaient devant ses yeux, mais leur sens cruel s'imprima dans son esprit comme un fer roux. Ses mains tremblèrent si fort qu'elle faillit lâcher son téléphone. Non, c'était impossible. Les tendresses de Gaëtan, ses regards amoureux, ses attentions délicates, tout cela ne pouvait être qu'une mascarade calculée, pas après ce qu'ils avaient partagé, pas après cette vulnérabilité qu'il lui avait montrée le soir du réveillon. Mais le doute venimeux s'insinuait déjà en elle. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette transformation soudaine après 3 mois de froideur? Et pourquoi avait-elle été si naïve de croire qu'un homme comme Gaëtan Boisclair puisse tomber amoureux d'une restauratrice endettée comme elle? Les pas de Gaëtan résonnèrent dans l'escalier. Anouk glissa précipitamment son téléphone dans sa poche, tentant de composer un visage normal. Mais quand il entra dans la cuisine, radieux comme chaque matin depuis des semaines, elle ne put soutenir son regard. « Bonjour ma chérie », dit-il en l'embrassant tendrement sur la joue. Ce baiser qu'elle chérissait quelques minutes auparavant lui sembla soudain faux, calculé. Elle recula instinctivement. « Ça va ?» demanda-t-il, fronçant les sourcils devant son attitude inhabituelle. « Très bien, mentit-elle, la voix étranglée. Gaëtan la scruta avec cette attention qu'elle avait appris à connaître et qui, maintenant, lui paraissait suspecte. Était-ce de l'inquiétude sincère ou la vigilance d'un manipulateur expert? « Tu es pâle, tu as mal dormi. J'ai du travail qui m'attend. Je vais être en retard. » Elle attrapa son sac et fila vers la sortie,
incapable de supporter une seconde de plus cette comédie. Derrière elle, elle entendit Gaëtan l'appeler, mais elle ne se retourna pas. Dans son atelier de la rue des Martyrs, Anouk ouvrit fébrilement son ordinateur portable. Ses doigts tapèrent « Boisclair Holdings », projet Al-Nour dans le moteur de recherche. Les résultats s'affichèrent, confirmant ses pires craintes. Boisclair Holdings en négociation finale pour le projet Al-Nour à Dubaï, contrat de 200 millions d'euros. Les investisseurs émiratis privilégient les entreprises dirigées par des hommes mariés, gage de stabilité. Gaëtan Boisclair, fraîchement marié, favori pour décrocher le contrat du siècle. La date du dernier article fit vaciller Anouk, 3 semaines après leur mariage. 3 semaines après lesquelles Gaëtan avait commencé à changer d'attitude. La coïncidence était trop parfaite pour en être une. Son téléphone vibra à nouveau. « Tu as vu? Tout est calculé depuis le début, même votre nuit de réveil de l'an. Il savait que tu étais sensible aux hommes vulnérables. Céleste M. Céleste Moreau, l'ex-fiancée de Gaëtan. Celle qui avait vendu leurs secrets aux tabloïds. Anouk aurait dû se méfier de cette source, mais la douleur était trop vive pour laisser place à la logique. Chaque preuve semblait confirmer ce qu'elle redoutait. Elle n'avait été qu'un pion dans une stratégie d'image. Céleste envoya d'autres messages, accompagnés de captures d'écran de mails de l'équipe communication de Gaëtan. Le mariage redore parfaitement l'image du patron. Les investisseurs apprécient cette nouvelle stabilité. Continuez les apparitions publiques avec madame pour consolider l'image. Chaque mot était un poignard qui s'enfonçait plus profondément dans le cœur d'Anouk. Les bouquets de fleurs, les dîners romantiques, les regards tendres, tout était-il orchestré pour servir une ambition commerciale? Elle repensa à leur balade dans les jardins la semaine précédente, quand Gaëtan lui avait murmuré qu'elle illuminait sa vie. À ce moment-là, ses yeux brillaient de ce qu'elle avait pris pour de l'amour sincère. Était-il donc si bon comédien? Le soir venu, Anouk rentra à Neuilly avec un cœur de pierre. Gaëtan l'attendait dans le salon, visiblement inquiet. « Anouk, que se passe-t-il? Tu as été étrange toute la journée. »« Étrange ?» Elle laissa échapper un rire amer. « Peut-être parce que j'ai découvert la vérité. » Le visage de Gaëtan se figea. « Quelle vérité ?»« Le projet Al-Nour, Dubaï. 200 millions d'euros qui nécessitent une image d'homme marié stable. » Elle vit la couleur quitter les joues de Gaëtan. Sa réaction confirma tous ses soupçons. « Anouk, laisse-moi t'expliquer. »« M'expliquer quoi? Que je ne suis qu'un accessoire dans ta stratégie commerciale? Que tous tes sourires, tes tendresses, tes « je t'aime » murmurés étaient calculés pour parfaire ton image? Ce n'est pas... « Si » explosa-t-elle. « J'ai tout vu, les mails, les articles, les dates. Ta transformation miraculeuse a commencé exactement quand tu as eu besoin de consolider ton image d'époux parfait. » Gaëtan sembla chercher ses mots, le visage décomposé. « Le contrat existe, c'est vrai. Mais mes sentiments pour toi sont... » « Tes sentiments, » cracha Anouk. « Tu veux dire ta stratégie? J'étais si naïve de croire qu'un homme comme toi puisse tomber amoureux d'une femme comme moi. Tu es un manipulateur de génie, Gaëtan. Félicitations. » Les larmes qu'elle retenait depuis des heures jaillirent enfin, brûlantes et amères. Elle tourna les talons et monta vers ses appartements, laissant Gaëtan seul dans le salon, le visage ravagé par une douleur qu'elle ne vit pas. Dans sa chambre, Anouk s'effondra sur son lit, le cœur brisé en 1000 morceaux. L'amour qu'elle avait cru si pur n'était qu'un mirage cruel, et elle, la plus idiote des femmes, y avait cru corps et âme. Les jours qui suivirent la confrontation transformèrent la propriété de Neuilly en un mausolée de silence. Anouk et Gaëtan redevinrent des étrangers, mais cette fois avec la douleur cuisante de l'amour perdu, en plus de l'indifférence. Chaque croissement dans les couloirs était une torture, chaque regard évitait une blessure supplémentaire. Anouk se levait désormais aux aurores pour éviter de croiser Gaëtan dans la cuisine. Elle prenait son petit déjeuner debout, rapidement, avant de filer vers son atelier comme une fugitive dans sa propre demeure. Les fleurs qu'il continuait obstinément à faire livrer finissaient directement à la poubelle, sans même qu'elle daigne les regarder. Gaëtan, de son côté, semblait habité par une détresse qu'il tentait vainement de dissimuler. Marguerite Dubois, la gouvernante, confia discrètement à Anouk qu'elle l'entendait parfois marcher dans ses appartements jusqu'à des heures avancées de la nuit. Ses traits s'étaient creusés, ses costumes impeccables ne parvenaient plus à masquer la lassitude qui émanait de toute sa personne. « Madame » osa un matin Marguerite alors qu'Anouk se préparait un thé en hâte. « Puis-je me permettre une observation ?» Anouk leva vers elle un regard las. Ces derniers jours l'avaient vidée de toute substance, la transformant en automate qui accomplissait machinalement les gestes du quotidien. « Bien sûr, Marguerite. Monsieur Gaëtan a refusé 3 rendez-vous d'affaires cette semaine.
Ce n'est pas dans ses habitudes. Et hier, j'ai trouvé le contrat de Dubaï déchiré dans sa corbeille à papier. » Le cœur d'Anouk se serra malgré elle. Elle ne voulait pas que ces informations l'émeuvent. Elle ne voulait plus croire aux apparences. Mais quelque chose dans cette révélation ébranlait ses certitudes. « Ce ne sont pas mes affaires, » répondit-elle sèchement. « Avec tout le respect que je vous dois, madame, quand on aime quelqu'un, tout devient nos affaires. » Anouk fixa la gouvernante, troublée par cette remarque. Marguerite travaillait pour la famille Boisclair depuis 15 ans. Elle avait connu Gaëtan adolescent, avait traversé avec lui le deuil de ses parents. Son jugement valait peut-être plus que celui de Céleste Moreau. Ce soir-là, un événement caritatif organisé par l'un des clients les plus importants de Gaëtan nécessitait leur présence conjointe. C'était leur premier engagement public depuis leur dispute, et Anouk appréhendait cette mascarade plus que jamais. Elle choisit une robe de soirée d'un bleu nuit profond, élégante mais austère, qui reflétait parfaitement son état d'esprit. Quand Gaëtan vint la chercher, elle fut frappée par sa pâleur et les cernes qui ombraient ses yeux gris. « Tu es magnifique, » dit-il doucement, comme il le faisait autrefois. « Gardons les compliments pour la galerie, » répliqua-t-elle froidement. Elle vit une douleur fugace traverser son regard, mais se blinda contre toute compassion. Il était trop doué pour jouer la comédie. Elle ne se laisserait plus prendre à son jeu. Dans la voiture, ils gardèrent un silence de plomb. Gaëtan tentait parfois de la regarder, mais elle gardait obstinément les yeux rivés sur le paysage parisien qui défilait derrière les vitres teintées. La réception se déroulait dans l'hôtel particulier des Montclair, famille de la haute bourgeoisie parisienne. Dès leur entrée, ils furent assaillis par la bonne société qui les félicitait pour leur bonheur conjugal apparent. Anouk souriait mécaniquement, jouait son rôle d'épouse parfaite avec une amertume croissante. « Vous formez un couple si harmonieux », susurra Madame de Bressieux, grande dame de la société parisienne. « On sent que l'amour vous unit vraiment. » L'ironie de la situation faillit arracher un rire hystérique à Anouk. Si cette femme savait à quel point leur amour était une fiction soigneusement orchestrée, vers le milieu de la soirée, alors qu'elle se rafraîchissait dans les toilettes de marbre rose, une femme d'une beauté glacée l'aborda. Grande, blonde, avec des yeux d'un bleu perçant et une allure de mannequin, elle portait une robe Chanel qui valait probablement le salaire annuel d'Anouk. « Vous devez être la nouvelle Madame Boisclair, » dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « En effet. Et vous êtes ?»« Céleste Moreau, l'ancienne fiancée de votre mari. » Le sang d'Anouk se figea. Voilà donc la femme qui avait semé le poison dans son esprit. En chair et en os, Céleste était encore plus intimidante qu'elle ne l'avait imaginé. « Ah, la vengeresse anonyme !» Céleste eut un rire cristallin, totalement dépourvu de chaleur. « Vengeresse ? Non, ma chère. Juste quelqu'un qui a ouvert les yeux d'une pauvre naïve sur la vraie nature de Gaëtan Boisclair. Pourquoi ? Qu'est-ce que cela peut vous faire ? Parce que vous étiez en train de le rendre heureux. » Le masque de politesse de Céleste tomba, révélant une rage froide. « Et cela, je ne peux pas le supporter. Gaëtan m'a humilié publiquement, a brisé notre engagement sans explication. Voir cette sérénité nouvelle sur son visage, cette joie qu'il affichait ces derniers mois, c'était insupportable. Donc vous avez détruit notre mariage par pur sadisme ? J'ai révélé la vérité. Le reste, c'est votre naïveté qui s'en charge. » Anouk la dévisagea avec dégoût. Cette femme était d'une froideur monstrueuse, mais ses révélations sur le contrat de Dubaï demeuraient troublantes. « Les documents que vous m'avez montrés, absolument authentiques. Gaëtan a bel et bien besoin de ce mariage pour décrocher son contrat. Le timing de ses sentiments naissants, n'est-ce pas un peu pratique ?» Anouk sortit des toilettes, ébranlée par cette confrontation. En regagnant la réception, elle croisa le regard de Gaëtan qui se dirigeait vers elle, visiblement inquiet de son absence prolongée. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Derrière lui, Anouk aperçut Céleste, qui les observait avec un sourire de prédatrice satisfaite. Cette vision acheva de la convaincre que tout ce qui s'était passé entre eux n'était qu'une manipulation savamment orchestrée. « Parfaitement bien, » répondit-elle d'une voix glacée. « Rentrons. Cette comédie a assez duré pour ce soir. » Le trajet de retour se déroula dans un silence encore plus pesant qu'à l'aller. Mais cette fois, Anouk remarqua que les mains de Gaëtan tremblaient légèrement sur le volant et que ses mâchoires étaient crispées, comme s'il luttait contre une douleur intérieure. Peut-être était-il simplement frustré que son plan ne fonctionne plus aussi bien, se dit-elle pour étouffer le dernier sursaut de compassion qui menaçait de renaître en elle. Mais s'installait sur Paris avec ses journées plus longues et ses promesses de renouveau, mais dans la propriété de Neuilly, l'hiver persistait dans les cœurs meurtris. Gaëtan ne supportait plus cette guerre froide qui détruisait lentement ce qu'il chérissait le plus au monde.
car il avait enfin compris. Il aimait Anouk, vraiment, profondément, désespérément. Ce matin-là, il prit une décision qui allait changer le cours de leur histoire. Plutôt que de fuir comme à son habitude, il attendit dans la cuisine, déterminé à avoir cette conversation qu'ils évitaient depuis des semaines. Quand Anouk descendit, visiblement surprise de le trouver là, elle fit demi-tour immédiatement. « Anouk, s'il te plaît, écoute-moi. » « Il n'y a rien à écouter, Gaëtan. »« Si, il y a tout à écouter. » Sa voix se brisa légèrement. « Je t'aime. » Anouk se figea sur le seuil, le dos tourné, ses épaules se crispant à ces mots qu'elle avait tant espéré entendre et qui maintenant la blessaient comme des lames. « Tu aimes ton contrat de Dubaï, nuance. » J'ai annulé le contrat. Cette révélation la fit se retourner malgré elle. Dans les yeux gris de Gaëtan, elle lut une sincérité qui l'ébranla. Mensonge. Demande à Pierre Dubois, mon avocat. Demande à mon associé Rémi Blanchard. J'ai officiellement retiré ma candidature hier matin. 200 millions d'euros, Anouk. J'ai renoncé à 200 millions d'euros. Pourquoi ? Murmura-t-elle troublée malgré elle. Parce que rien de tout cela ne vaut ta confiance. Parce que je préfère être pauvre et aimé de toi plutôt que riche et détesté. Anouk sentit ses défenses vaciller. Cette renonciation à une fortune représentait-elle enfin la preuve qu'elle attendait ? Mais la voix venimeuse de Céleste résonnait encore dans sa tête. « Les sentiments ne se contrôlent pas avec des contrats annulés, » dit-elle faiblement. « Alors que faut-il que je fasse ? Que je me mette à genoux ? Que je crie sur tous les toits que je t'aime ? Que je vende cette propriété, ma société, tout ce que je possède, pour te prouver que seul ton amour compte ?» La détresse dans sa voix était si palpable qu'Anouk dut lutter contre l'envie de se jeter dans ses bras. Mais la méfiance, nourrie par des semaines de doute, résistait encore. « Les mots sont faciles, Gaëtan. Alors regardons les actes. » Il sortit de sa poche intérieure une liasse de documents qu'il déposa sur la table de marbre. « Voici l'acte de propriété de ton atelier. Je l'ai racheté et je te le cède entièrement. Plus de loyer, plus de dettes. Il est à toi pour toujours quoi qu'il arrive entre nous. » Anouk s'approcha, incrédule. Les documents étaient authentiques, estampillés du sceau notarial. Son atelier, son héritage familial, lui appartenait désormais en propre. « Et ça, continua Gaëtan en posant une enveloppe Kraft, c'est un chèque de 100 000 euros. De quoi vivre confortablement pendant des années, même si tu décides de divorcer demain. Pourquoi fais-tu cela ? Pour que tu saches que ton choix sera libre. Si tu restes avec moi, ce sera par amour, pas par nécessité financière. Je ne veux plus jamais que tu puisses douter de mes motivations. » Cette générosité désintéressée ébranla profondément Anouk. Quel homme accepterait de perdre autant d'argent pour une simple comédie ? Gaëtan, il y a autre chose que tu dois savoir. Sur Céleste. Le nom de son ancienne fiancée fit se crisper Anouk. Notre rupture, ce n'était pas parce qu'elle a vendu nos secrets aux journaux. C'était l'inverse. Elle a vendu nos secrets parce que je l'avais quittée. Pourquoi l'avais-tu quittée ? Gaëtan passa une main fatiguée dans ses cheveux, cherchant ses mots. Parce que j'ai découvert qu'elle avait fait espionner ma secrétaire par un détective privé. Elle était jalouse, possessive, manipulatrice. Un jour, elle a menacé de licencier Marguerite parce qu'elle trouvait qu'elle me regardait trop affectueusement. J'ai compris que je ne pourrais jamais être heureux avec une femme capable d'une telle cruauté. Cette révélation jetait un éclairage nouveau sur la personnalité de Céleste. Anouk repensa à leur rencontre dans les toilettes, à cette froideur calculée, à cette satisfaction malsaine quand elle évoquait la destruction de leur bonheur. Elle ment, Anouk, surtout. Elle ment parce qu'elle ne supporte pas que j'aie trouvé avec toi ce que je n'ai jamais eu avec elle. La paix, la tendresse, l'amour vrai. Comment puis-je savoir que tu dis la vérité ? Gaëtan s'approcha lentement, respectant sa méfiance. Parce que si j'avais voulu te manipuler, j'aurais choisi une femme plus malléable. Tu es têtue, indépendante. Tu me tiens tête quand je me trompe. Tu n'es pas du tout le profil de l'épouse soumise qui m'aurait facilité la tâche. Malgré elle, Anouk esquissa un faible sourire. C'était vrai qu'elle n'avait jamais été une épouse modèle et silencieuse. Et puis, continua-t-il en osant effleurer sa joue, si c'était calculé, aurais-je pleuré dans tes bras le soir du réveillon ? Crois-tu vraiment que j'aurais mis en scène une telle vulnérabilité ? Ce souvenir fit vaciller les dernières défenses d'Anouk. Cette nuit-là, la douleur de Gaëtan avait été si palpable, si authentique. Impossible de feindre une telle détresse. « Je ne sais plus quoi penser », avoua-t-elle, les larmes aux yeux. « Alors ne pense pas. Sens. Qu'est-ce que ton cœur te dit ?» Son cœur lui criait qu'elle l'aimait encore, qu'elle n'avait jamais cessé de l'aimer malgré la souffrance. Mais sa raison, meurtrie par les révélations de Céleste, luttait encore. « J'ai besoin de temps, » murmura-t-elle. « Prends tout le temps qu'il faut. Je ne partirai nulle part. » Cette nuit-là,
Anouk ne trouva pas le sommeil. Allongée dans son lit, elle soupesait chaque élément. L'annulation du contrat, les documents de propriété, les révélations sur Céleste, et surtout, cette douleur qu'elle lisait dans les yeux de Gaëtan depuis des semaines. Un homme pouvait-il être assez bon comédien pour feindre un tel désespoir? Et si oui, quel bénéfice en tirerait-il maintenant qu'il avait perdu son précieux contrat? Pour la première fois depuis des semaines, un espoir fragile renaissait dans son cœur brisé. Peut-être s'était-elle trompée, peut-être l'amour qu'elle avait cru lire dans ses regards était-il bien réel, mais comment en être certaine? Juin apportait ses longues soirées dorées sur Paris, mais l'atmosphère dans la propriété de Neuilly demeurait tendue malgré les révélations de Gaëtan. Anouk oscillait entre espoir et méfiance, analysant chaque geste, chaque regard, cherchant désespérément la vérité dans les nuances de leurs échanges quotidiens. Depuis leur conversation dans la cuisine, Gaëtan avait respecté sa demande d'espace tout en multipliant les preuves discrètes de ses sentiments. Il continuait à préparer son petit déjeuner, laissait des mots tendres avec les fleurs fraîches, mais sans jamais forcer sa présence. Cette patience respectueuse troublait Anouk plus qu'elle ne voulait l'admettre. Ce matin-là, un appel téléphonique allait bouleverser leurs fragiles équilibres. Anouk, travaillant dans son atelier rue des Martyrs, reconnut immédiatement la voix de Rémi Blanchard, l'associé de Gaëtan, quand il l'appela en urgence. « Madame Boisclair, il faut que vous sachiez quelque chose d'important. Les investisseurs de Dubaï viennent de rappeler Gaëtan. Ils lui donnent une dernière chance pour le projet Al-Nour. » Le cœur d'Anouk se serra. Voilà donc le vrai test. Gaëtan allait-il saisir cette opportunité de récupérer ses 200 millions? Et qu'a répondu mon mari? Il a accepté de les rencontrer cet après-midi. Mais il y a une condition non négociable de leur part. Ils veulent que vous soyez présente. Ils insistent pour rencontrer le couple parfait dont ils ont entendu parler dans la presse. Cette exigence glaça Anouk. Si Gaëtan acceptait cette mise en scène, cela signifierait que tous ces beaux discours sur l'amour sincère n'étaient que mensonges. Mais s'il refusait, où a lieu cette rencontre? À 16 heures, au Georges V suite présidentielle. Anouk raccrocha le cœur battant. Elle avait 3 heures pour prendre une décision cruciale, accompagner Gaëtan et l'aider à décrocher son contrat, ou refuser et voir enfin de quel côté penchaient vraiment ses priorités. À 15h45, elle se retrouvait devant l'hôtel Georges V, élégante dans un tailleur crème qu'elle avait choisi avec soin. Gaëtan l'attendait dans le hall, visiblement surpris de la voir. « Anouk, comment savez-vous? Rémi m'a appelé. Je suppose que vous avez besoin de votre épouse parfaite pour ce rendez-vous. » Elle avait prononcé ces mots avec une froideur calculée, observant attentivement sa réaction. Le visage de Gaëtan se décomposa. « Vous pensez que j'ai organisé cela? N'est-ce pas le cas? » « Non. » Sa véhémence la surprit. « Ils m'ont imposé votre présence. J'allais refuser quand Rémi vous a appelé de sa propre initiative, pensant bien faire. Et maintenant ?» Gaëtan la regarda longuement, ses yeux gris reflétant une lutte intérieure intense. « Maintenant, nous montons refuser ensemble. Je ne vous utiliserai plus jamais comme accessoire commercial. » Cette réponse ébranla profondément Anouk, mais elle voulait aller au bout de cette épreuve. « Et si je veux que nous y allions? Pourquoi? Pour voir ce que vous ferez face à 200 millions d'euros. » Gaëtan acquiesça gravement, comprenant que leur avenir se jouait dans les minutes à venir. La suite présidentielle baignait dans un luxe ostentatoire. 3 hommes en costume sombre les attendaient, menés par Khalil Al-Mansouri, patriarche influent de la famille d'investisseurs. Leurs regards scrutateurs jaugèrent immédiatement le couple. « Monsieur et Madame Boisclair, » salua Al-Mansouri avec un sourire calculé, « nous sommes ravis de rencontrer enfin ce couple modèle dont parlent tous les magazines. » Anouk sentit la main de Gaëtan se crisper imperceptiblement dans la sienne. Ils s'installèrent autour de la table de négociation, elle observant avec fascination cet homme qu'elle aimait malgré elle, guettant le moindre signe de faiblesse. « Le projet Al-Nour représente l'avenir de Dubaï, » expliqua l'investisseur principal. « Nous voulons un architecte dont la stabilité personnelle reflète nos valeurs familiales. Votre mariage récent nous rassure énormément. » En effet, renchérit Al-Mansouri, dans notre culture, un homme marié est un homme responsable. Madame Boisclair, vous devez être fière de soutenir un époux si ambitieux. Anouk sourit poliment, mais son attention était entièrement focalisée sur Gaëtan. Il semblait de plus en plus mal à l'aise, ses mâchoires se crispant à chaque allusion à leur couple parfait. « Nous proposons donc de maintenir notre offre initiale, » continua l'émirien. 200 millions d'euros, avec une clause spéciale, des apparitions publiques régulières du couple lors des événements promotionnels. Votre image conjugale fait partie intégrante du projet. Le piège se refermait inexorablement.
Anouk vit Gaëtan pâlir. Accepter signifiait l'instrumentaliser pendant des années. Refuser, c'était renoncer définitivement à la fortune. « Messieurs, dit finalement Gaëtan d'une voix claire, je vous remercie pour cette proposition généreuse. » Anouk retint son souffle. L'instant de vérité était arrivé, mais je dois la décliner. Le silence qui suivit fut assourdissant. Al-Mansouri fronça les sourcils, incrédule. « Pardon ? Je refuse votre contrat. Mon épouse n'est pas un accessoire marketing, et notre mariage ne sera jamais un outil commercial. » « Monsieur Boisclair, intervint un autre investisseur, nous parlons de 200 millions d'euros. Je sais exactement de quoi nous parlons. » Et ma réponse est non. Gaëtan se leva, entraînant Anouk avec lui. « Messieurs, je vous souhaite une excellente soirée. » Dans l'ascenseur qui les ramenait au rez-de-chaussée, Anouk observait cet homme qui venait de sacrifier une fortune pour elle. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il l'entende. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Parce que vous valez plus que tous les contrats du monde. Parce que votre confiance n'a pas de prix, et parce que je préfère être pauvre et aimé de vous plutôt que riche et détesté. » Dans le hall de l'hôtel, sous les lustres de cristal, Gaëtan se tourna vers elle. « Je sais que vous doutez encore de mes sentiments, mais j'espère qu'aujourd'hui, vous avez eu votre réponse. » Anouk le regardait, bouleversée. Cet homme venait de renoncer à 200 millions d'euros sans la moindre hésitation. Aucune comédie ne justifiait un tel sacrifice. « Gaëtan, vous n'avez pas besoin de me répondre maintenant. Prenez le temps qu'il faut. Je vous attendrai. » Pour la première fois depuis des mois, Anouk sentit les murs de méfiance s'effondrer autour de son cœur. Dans les yeux gris de cet homme, elle ne lisait plus que sincérité et amour infini. Peut-être était-il temps de croire à nouveau aux contes de fées. L'été parisien déployait sa splendeur dorée sur la capitale quand Anouk prit enfin sa décision. 3 jours avaient passé depuis le sacrifice de Gaëtan au George Sinking, 3 jours pendant lesquels elle avait retourné chaque élément de leur histoire dans son esprit tourmenté. Mais au fond de son cœur, elle savait déjà ce qu'elle ressentait. Ce matin de juillet, elle descendit à la cuisine avec une détermination nouvelle. Gaëtan était là, comme chaque jour depuis des mois, préparant méticuleusement son petit déjeuner. Mais cette fois, quand leurs regards se croisèrent, elle ne détourna pas les yeux. « Gaëtan » dit-elle simplement. Il se figea, une lueur d'espoir traversant furtivement son visage. « Oui, je vous crois. » Ces 3 mots, prononcés avec une douceur infinie, eurent l'effet d'un séisme. Gaëtan posa la tasse qu'il tenait, ses mains tremblant légèrement. « Vraiment ? Aucun homme ne renonce à 200 millions d'euros pour une comédie ? Aucun homme ne sacrifie sa carrière pour maintenir un mensonge ?» Elle s'approcha lentement. « Et aucun homme ne pleure des larmes sincères dans les bras d'une inconnue à minuit pile le soir du réveillon. » Gaëtan ferma les yeux submergés par l'émotion. Quand il les rouvrit, il brillait de larmes de soulagement. « Anouk, je t'aime. Je t'aime depuis ce premier abrasso, depuis cette nuit où tu m'as offert ta tendresse sans rien demander en retour. Et moi, je t'aime depuis que j'ai découvert l'homme derrière le masque. » Ils se rapprochèrent l'un de l'autre avec la lenteur précieuse de ceux qui ont failli tout perdre. Quand leurs lèvres se rencontrèrent enfin, ce fut avec la douceur de ceux qui découvrent l'amour véritable après avoir frôlé le désespoir. Ce baiser, le premier de leur mariage, scellait une union qui n'avait plus rien de conventionnel. Plus tard dans la matinée, alors qu'ils savouraient leur bonheur retrouvé dans le jardin de la propriété, le téléphone de Gaëtan sonna. Rémi Blanchard, son associé, semblait surexcité. « Gaëtan, il faut que tu saches quelque chose d'important sur Céleste Moreau. » Anouk vit le visage de Gaëtan se durcir à l'évocation de son ex-fiancé. « Qu'est-ce qu'elle a encore fait ? C'est plutôt ce qu'elle a avoué. Une de mes relations dans la presse m'a appelé. Céleste a tenté de vendre une nouvelle histoire sur ton couple, mais cette fois, elle est allée trop loin. Elle a reconnu avoir falsifié certains documents qu'elle t'avait montrés, Anouk. » Le sang d'Anouk se figea. Céleste avait donc menti sur certains éléments ? « Quels documents ?» demanda-t-elle en prenant le téléphone. « Les captures d'écran de mail de l'équipe communication. Ils étaient authentiques, mais elle a modifié les dates pour faire croire qu'ils correspondaient à votre période de rapprochement. En réalité, ces mails dataient d'avant votre mariage, quand l'équipe de Gaëtan préparait simplement sa stratégie post-scandale. » Cette révélation bouleversa Anouk. La manipulation de Céleste était donc encore plus perverse qu'elle ne l'avait imaginé. « Il y a autre chose, » continua Rémi. Le journaliste a enquêté plus profondément. Il a découvert que Céleste paie un détective privé pour vous surveiller depuis des mois. C'est comme ça qu'elle savait pour vos habitudes, vos sorties, le moment exact où frapper pour maximiser les dégâts. Gaëtan serra la main d'Anouk, comprenant à quel point elle avait été manipulée. « Cette femme est dangereuse, » murmura-t-il. «
Je suis désolé qu'elle t'ait fait tant de mal. » Mais étrangement, Anouk ne ressentait plus de colère. Seulement une immense pitié pour cette femme rongée par la jalousie et l'amertume. « Elle nous a rendu service, finalement, » dit-elle avec un sourire. « Sans ces mensonges, nous n'aurions jamais été forcés de tout nous dire. Nous serions peut-être restés dans cette politesse de façade pour toujours. » Gaëtan la regarda avec admiration. Cette capacité à transformer la douleur en sagesse était l'une des raisons pour lesquelles il l'aimait tant. 3 mois plus tard, par une douce matinée de septembre, Anouk et Gaëtan se tenaient face à face dans la petite église Sainte-Chapelle, celle-là même où les parents de Gaëtan s'étaient mariés 27 ans plus tôt. Cette fois, pas de témoins inconnus ou de cérémonie expéditive. Marguerite Dubois était là, émue aux larmes, ainsi que Rémi et sa famille, et quelques amis proches qu'ils avaient choisis ensemble. « Gaëtan Boisclair, dit le prêtre, acceptez-vous de prendre pour épouse Anouk Veyrac, dans l'amour et le respect, pour le meilleur et pour le pire ?»« Oui, de tout mon cœur, répondit-il, ses yeux gris brillant d'émotion. « Anouk Veyrac, acceptez-vous de prendre pour époux Gaëtan Boisclair, dans l'amour et le respect, pour le meilleur et pour le pire ?»« Oui, pour toujours, murmura-t-elle, sa voix tremblant de bonheur. Quand ils échangèrent leurs alliances, les mêmes qu'au premier mariage, mais désormais chargées d'un tout autre sens, Anouk repensa à ce chemin difficile qui les avait menés là, du mariage de convenance à l'amour véritable, de la méfiance à la confiance absolue. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Cette fois, le baiser de Gaëtan fut long, tendre, rempli de toutes les promesses d'avenir qu'il n'avait pas osé formuler auparavant. 6 mois plus tard, ils inauguraient leur nouvelle entreprise commune, Patrimoine et Architecture, société révolutionnaire qui mariait l'expertise de Gaëtan en construction moderne et le savoir-faire d'Anouk en restauration. Leur premier projet, la rénovation complète d'un château du XVIIe siècle en Normandie, transformé en hôtel de charme respectueux de son patrimoine historique. « Notre plus beau projet, ce n'est pas un bâtiment », confia Gaëtan à un journaliste venu couvrir leur success story. « C'est d'avoir appris que l'amour véritable survit à toutes les tempêtes quand il y a honnêteté, sacrifice et la courage de choisir le cœur plutôt que l'intérêt. » Le soir même, dans leur chambre commune de la propriété de Neuilly, car ils avaient enfin abattu les cloisons qui séparaient leur vie, Anouk se blottit contre l'homme qu'elle aimait. « Tu sais, » murmura-t-elle contre son épaule, « je n'arrive toujours pas à croire que tout ait commencé par un simple abrasso à minuit. »« Le premier de notre vraie histoire, » répondit Gaëtan en l'embrassant tendrement, « mais certainement pas le dernier. » Dehors, Paris scintillait sous les étoiles, témoin silencieux de leur amour enfin apaisé. L'automne parisien peignait les jardins de Neuilly d'un camailleux de rouges et d'or, quand Anouk sentit les premiers mouvements de leur enfant. Assise dans l'atelier qu'elle avait fait aménager dans l'ancienne orangerie de la propriété, elle posa délicatement ses mains sur son ventre arrondi de 6 mois, souriant à cette vie qui grandissait en elle. 5 années s'étaient écoulées depuis leur véritable mariage, 5 années de bonheur serein qui avaient vu leur amour s'épanouir comme les roses de leur jardin. Leur entreprise Patrimoine et Architecture était devenue une référence européenne dans la restauration respectueuse du patrimoine historique, alliant avec génie l'expertise moderne de Gaëtan et la sensibilité artistique d'Anouk. « Ma chérie ?» La voix de Gaëtan résonna dans l'atelier. « Ici » répondit-elle, posant son pinceau délicat. Il apparut dans l'embrasure, les cheveux légèrement ébouriffés par le vent d'octobre, tenant à la main une tasse fumante et ce sourire tendre qu'il réservait uniquement à sa femme. À 37 ans, Gaëtan avait gardé cette élégance naturelle qui l'avait séduite, mais son regard s'était adouci, réchauffé par l'amour et la paternité prochaine. « Tisane à la camomille », annonça-t-il en s'approchant, comme le recommande Docteur Moreau. Anouk accepta la tasse avec reconnaissance. Depuis l'annonce de sa grossesse, Gaëtan se montrait encore plus attentionné, anticipant ses besoins avec une délicatesse qui la touchait profondément. « Comment se porte notre petit artiste aujourd'hui » demanda-t-il, en caressant doucement son ventre. « Très actif. Je crois qu'il réagit aux pigments. Chaque fois que je prends mes pinceaux, il se met à bouger. »« Ou elle » corrigea Gaëtan avec malice. « Tu continues à dire « il », mais j'ai l'intuition que c'est une petite fille qui tient de sa maman. » Ils avaient choisi de garder la surprise jusqu'à la naissance, savourant cette incertitude délicieuse qui alimentait leur rêve d'avenir. Garçon ou fille, cet enfant serait l'aboutissement de leur amour reconstruit. Gaëtan s'agenouilla près du fauteuil d'Anouk, posant sa joue contre son ventre. Ce geste devenu rituel les remplissait chaque fois d'une émotion particulière. « Tu sais, » murmura-t-il, «
Parfois je repense à notre première année, à cette froideur entre nous, à cette distance que nous maintenions. Et maintenant, regarde-nous, sourit Anouk en caressant ses cheveux. Qui aurait cru que le mariage de convenance le plus glacial de Paris deviendrait l'histoire d'amour la plus heureuse? Leur transformation avait émerveillé leur entourage. Marguerite Dubois, désormais grand-mère adoptive de leur futur enfant, ne cessait de répéter qu'elle n'avait jamais vu Gaëtan aussi épanoui. Rémi Blanchard et sa femme, devenus leurs plus proches amis, témoignaient régulièrement de leur complicité touchante. « J'ai des nouvelles de notre projet en Provence », annonça Gaëtan en se redressant. « Le château de Beaumont est officiellement classé monument historique grâce à notre restauration. Le ministère souhaite nous confier 3 nouveaux chantiers. » Anouk rayonna de fierté. Leur dernière réalisation, un château Renaissance du XVIe siècle transformé en centre culturel, représentait l'aboutissement de leur vision commune. Préserver le patrimoine tout en l'adaptant aux besoins contemporains. « Et côté personnel » taquina-t-elle. « Des nouvelles de notre autre projet ?» Gaëtan rit, comprenant l'allusion à la nurserie qu'ils aménageaient dans l'ancienne bibliothèque. Ensemble, ils avaient choisi de transformer cette pièce chargée d'histoire familiale en berceau pour leur enfant, symbolisant la renaissance de la lignée Boisclair dans l'amour plutôt que dans la solitude. Les artisans terminent de la fresque murale demain. Un jardin enchanté avec des personnages de contes, comme tu l'avais imaginé. Le téléphone d'Anouk vibra. Un message de sa meilleure amie, Lucie, qu'elle avait retrouvée après des années de silence. « Article sur vous dans le Figaro Magazine. Vous êtes magnifique. Hâte de rencontrer le bébé. » Leur histoire avait effectivement fait sensation dans la presse, mais cette fois pour les bonnes raisons. De couple de convenance, ils étaient devenus couple modèle, inspirant même un livre écrit par une journaliste sur les mariages arrangés qui deviennent des love stories. « Au fait, » dit Gaëtan avec une pointe de mystère, « j'ai croisé Céleste la semaine dernière. » Anouk leva les yeux, surprise. Elle n'avait plus entendu parler de l'ex-fiancé depuis 3 ans. « Vraiment? Comment va-t-elle » Mariée avec un homme d'affaires italien, elle semblait apaisée. Elle m'a même présenté ses excuses pour tout le mal qu'elle nous a fait. Cette nouvelle toucha Anouk. Malgré la douleur que Céleste leur avait infligée, elle avait toujours espéré que cette femme blessée trouverait son propre bonheur. Tant mieux pour elle. Chacun mérite une seconde chance. Comme nous, murmura Gaëtan en l'embrassant tendrement. Le soir venu, ils dînèrent aux chandelles dans la serre que Gaëtan avait fait aménager pour qu'Anouk puisse profiter du jardin même en hiver. Entourés de leurs plantes préférées et bercés par le bruit de la fontaine qu'il avait fait installer, ils planifiaient l'avenir de leur famille grandissante. « Si c'est une fille, » dit Anouk en savourant sa soupe de potiron, « j'aimerais l'appeler Iris, comme la déesse de l'arc-en-ciel. »« Iris Boisclair, » répéta Gaëtan. « C'est magnifique. Et pour un garçon, Gabriel, l'ange messager. Gabriel Boisclair, approuva-t-il. « Parfait. » Cette nuit-là, enlacés dans leur lit conjugal, le même lit à baldaquin où Anouk avait pleuré son cœur brisé des années plus tôt, ils parlèrent jusqu'à l'aube de leurs rêves partagés. Anouk s'endormit la tête sur l'épaule de Gaëtan, sentant leur enfant bouger doucement, comme bercé par les battements de cœur de ses parents. Au petit matin, quand les premiers rayons dorés caressèrent leur visage, Gaëtan murmura contre ses cheveux ces mots qui résumaient leur incroyable parcours. « Merci pour cet abrasso de minuit qui a changé nos vies pour toujours. » Anouk sourit dans son demi-sommeil. Oui, tout avait commencé par ce simple geste de compassion un soir de réveillon. Et maintenant, 5 ans plus tard, ils s'apprêtaient à accueillir le plus beau fruit de leur amour, leur enfant, symbole vivant de cette transformation miraculeuse qui avait mené 2 étrangers vers le bonheur éternel. Fin, et vous, que feriez-vous? Imaginez que vous découvriez que votre mari-femme a commencé à montrer de l'amour, juste quand elle avait besoin d'une image de couple parfait pour conclure un contrat de millions. Les coïncidences sont suspectes, mais les gestes de tendresse semblent sincères. Vous avez 2 choix. Confronter immédiatement, en exigeant des explications, même au risque de détruire quelque chose qui pourrait être un amour véritable. Donner une chance, en observant ses attitudes pour découvrir si l'amour est réel, même en risquant d'être manipulé. Quel serait votre choix? Pourriez-vous pardonner si vous découvriez que l'amour est né d'un besoin, mais qu'il est devenu véritable? Votre participation sur la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux
qui aimeront cette histoire.